Donc, Régis Ambroise, merci. Vous êtes un agronome, un professionnel, je le disais. Vous êtes également un militant et vous avez beaucoup œuvré dans votre et vous œuvrez beaucoup dans votre vie à réunir un peu tous ces gens qui font vivre les territoires, à dialoguer avec les agriculteurs. Alors, première question, paysage après pétrole, qu'est-ce que c'est? Bon, vous entendez? Oui. Alors, Paysage d'après-pétrole, c'est un collectif, on est une quarantaine, et de personnes qui ont travaillé sur les questions de paysage depuis assez longtemps, ou alors des jeunes qui sont agrégés avec nous. Et ce collectif s'est mis en place, on a commencé à y réfléchir dans les années 2010, où il y avait eu un certain nombre d'actions. Il y avait eu déjà un collectif des États généraux du paysage qui avait été mis en place, avec l'aide de la SAFER, c'était étonnant, avec la Fédération française du paysage, avec Territoire Conseil, avec Yves Gorgeux, là, qui avait Mairie Conseil à l'époque. Des gens à la fois de la protection des paysages et de l'aménagement du territoire. Hein. Et ces personnes-là, donc il y avait à la fois des urbanistes, des architectes, des paysagistes, des agronomes, enfin, géographes, il y avait également une philosophe qui est devenue la présidente du collectif, là. Et on se posait... Odile Marcel, qui voilà, a coécrit ce petit ouvrage que je vous recommande à tous, hein, qui résume et développe parfaitement l'action du groupe de Régis. Voilà, merci. Et donc, à l'époque, on pensait que la question du paysage n'était pas toujours très bien posée. Hein, j'entendais ce matin des questions là-dessus, ça résonnait assez bien. Et si vous voulez, pour certains, le paysage, c'est en effet une sorte de décor, de bien-être dans des paysages que l'on admire, que l'on regarde. Et puis, pour le milieu des aménageurs, le paysage, c'est vraiment quelque chose, c'est une contrainte. Quand on est agronome, en plus, il faut s'intéresser au paysage. Quand on fait une route, il faut qu'elle soit belle. Quand on fait de l'urbanisme, et en plus, il faut s'intéresser à la qualité du cadre de vie des gens. Bon, c'est donc chaque fois une contrainte. Mais ça, c'était du temps où on ne pensait pas et on ne travaillait pas global. Voilà, et donc maintenant tout a changé. Et enfin bref, c'était quand même encore assez très, très rigide. 2010, ça fait que 8 ans. Et il y avait eu le Grenelle de l'environnement. La question du paysage qu'on essayait de pousser avait été oubliée. Par contre, on parlait de biodiversité, on parlait d'urbanisme, on parlait de toutes ces choses très sectorielles. Et voilà, alors on s'est dit, la situation aujourd'hui nous pousse à essayer de réfléchir autrement la question du paysage, et elle nous y pousse d'autant plus que les modèles sur lesquels on pouvait vivre avec cette notion d'un paysage un petit peu décor avaient été possibles. C'est-à-dire que depuis la dernière guerre mondiale, l'aménagement du territoire s'est fait avec des logiques très fonctionnalistes, hein, très parcellaires, etc. Et remettre un peu d'harmonie là-dedans, si on le pouvait, c'était pas un mal. Mais enfin, c'était quand même très limité comme enjeu. Et en 2010, on venait de 90 même, 90-2010, en gros, il y avait eu quand même beaucoup d'alertes environnementales sur la qualité de l'eau, sur les pesticides, la vache folle, etc. Et on se rendait compte que la situation de la France, enfin le modèle économique sur lequel on s'était développé, était quand même pas tellement génial. Enfin, il y avait des murs qui nous arrivaient devant, mais à l'époque, on pensait qu'avec nos bons ingénieurs, on arriverait à régler le problème des pollutions, on s'en sortirait. Hein. Et 2010, c'est quand même un moment où, dans le débat national, on entend de plus en plus parler de la question du réchauffement climatique, qui apparaît comme étant lié à l'usage du pétrole, et le pétrole qui est à l'origine de toute notre société. C'est avec ça que l'on s'habille, que l'on circule, que l'on se loge, enfin pétrole au sens large, ressources fossiles, on y a mis le nucléaire également. Et donc voilà, toute la civilisation moderne, depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui, est fondée sur l'usage des ressources fossiles, mais à un niveau qui est
quand on regarde les chiffres, c'est incroyable. Enfin, Et cette prise en compte, elle vient de la compréhension de la fin de l'abondance de cette énergie, de la rupture. On entre dans une... c'est-à-dire on n'était pas à la fin de l'abondance. On a utilisé l'idée qu'on allait en être... il y aurait une fin. En 2010, le prix du pétrole était de plus en plus haut. Et donc, on a essayé de jouer cet argumentaire en disant, mais un jour, on va arrêter de prendre du pétrole parce qu'il va être tellement cher que prendre des ressources locales, ce seront peut-être plus intéressant. On s'est rendu compte que ça pouvait osciller. Et là, ce matin, encore dans le journal, je voyais on avait découvert à Bahreïn encore des ressources gaz de schiste plus grandes que tout ce qu'ils avaient. Enfin, bon, donc, cet argument, il n'est pas tellement valable. Par contre, ce qu'il y a eu, et notamment après la COP 21 qui a eu lieu à Paris, c'est on le sait maintenant, on ne pourra pas échapper à une augmentation de plus de 2 degrés si on ne fait pas quelque chose de très radical pour s'en sortir. Et donc, c'est un élément qui a été déclencheur. C'est-à-dire, autant avant on pouvait penser qu'on s'en sortirait comme ça, autant là, il faut qu'on mette en œuvre, si on n'utilise plus le pétrole, non pas parce qu'il est pas cher, trop cher, mais parce qu'il ne faut pas, eh bien, il faut qu'on trouve des alternatives. Et donc, à ce moment-là, ceux qui avaient travaillé sur le paysage, on s'est posé la question, on s'est dit, mais si le paysage peut aider à trouver ces solutions, autant le pétrole était une ressource mondialisée, il suffisait d'acquérir ou de prendre les ressources là où elles étaient, on mettait des pipelines, et puis voilà, et puis on vendait, c'était pas cher. Ça se transportait très facilement. Si cette voie-là est bloquée, si d'un autre côté le nucléaire est également bloqué pour des questions de sécurité, il faut qu'on trouve d'autres choses. Et ces autres choses, ça ne sera sans doute pas un modèle unique, comme on avait eu la chance de le trouver avec le pétrole qui nous a quand même permis de sortir des famines et tout, mais en tout cas, il faut qu'on trouve autre chose. Et donc, dans cette autre chose, c'est là où ceux qui avaient un peu la mémoire de comment fonctionnaient les territoires avant l'histoire, la géographie, etc., nous ont montré, nous ont fait savoir, ou on l'avait étudié nous-mêmes dans des différents cas, on se rendait compte que chaque région possédait des richesses, à la fois énergétiques, naturelles, enfin tout un tas de ressources, qui avaient été en gros oubliées. Si on parle de l'agriculture, il y avait toutes les ressources locales, on les a balayées, on a fait du maïs du nord au sud de la France, l'urbanisme c'est pareil, on a fait de la périphérie un peu n'importe où, on a fait des routes, des autoroutes, etc., sans tenir compte du rapport au lieu, au territoire. Et du coup, on a oublié les ressources qui avaient été mises en place par les populations des siècles antérieurs. Et donc, et ça, c'était d'autant plus grave qu'en termes humains, eh bien, les territoires, en fait, avaient abandonné, enfin, il y avait eu un exode rural énorme pendant le XXe siècle, et on arrivait 90, 2000, on commençait à avoir les premières statistiques disant qu'il y avait un retour également dans les campagnes. Bon, voilà. Alors donc, à partir de là, on s'est dit, la question du paysage redevient un élément central pour apprendre à connaître les ressources à la fois naturelles et humaines que recèlent ces territoires et qui vont être nécessaires pour que l'on soit capable de trouver des parades au fait qu'il fallait trouver des solutions contre la disparition du pétrole dans nos usages. Et qui allait donc concerner à la fois la production, les productions agricoles, forestières, les productions touristiques même, et puis les modes d'aménagement du territoire. Et à ce moment-là, la question du paysage ne devenait plus quelque chose en plus pour les aménageurs, ça devait être quelque chose qui rentre à l'intérieur même de leur manière de réfléchir leur travail pour composer les territoires de telle façon qu'ils nous permettent à la fois d'économiser de l'énergie, première base par rapport à tous ces enjeux, et également de trouver des ressources naturelles qui nous permettront de remplacer le pétrole, etc. Voilà. Et donc, cette conjonction entre le blocage qu'on a eu par les questions de pétrole et par cette espèce de renouvellement qu'il fallait trouver sur la question de l'exode rural, ont fait qu'on s'est dit, on va lancer un collectif pour réfléchir là-dessus. On a pris le titre un peu,
collectif Paysage de l'après-pétrole, parce que ça sonnait bien. Et puis, on a commencé à se réunir, à travailler, etc. Donc, dans notre collectif, on est, je vous disais, une quarantaine de personnes, à la fois des personnes qui ont plus d'expérience et puis des jeunes qui sont intéressés par ce thème. Et on essaye de mettre en valeur des territoires qui s'engagent dans ce type de dynamique, qui mobilisent à la fois leurs ressources, les personnes qui habitent là, et pour arriver à mettre en œuvre des solutions qui intéressent à la fois le monde de l'aménagement du territoire et ceux qui y habitent. Voilà, alors on voit bien la démarche globale, celle qui nous réunit d'ailleurs depuis ce matin, Penser et Agir Global. Parmi toutes vos actions, il y en a quelques-unes qui sont quand même assez ciblées, qui vous tiennent à cœur. C'est celle de la transition énergétique et de la mise en place de solutions sur des territoires, hein, de solutions autonomes énergiquement par exemple, et la question agricole. Ces deux questions de thématiques essentielles. Oui, alors sur l'énergie, bon, il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Ce que nous disons, c'est que les approches paysagères peuvent être une aide. Hein, c'est un élément facilitateur pour que ceux qui travaillent sur les problématiques qui nous concernent et qui sont en lien avec cette idée d'une ambition de trouver des transitions vers une période après-pétrole, puissent être aidés. On travaille par exemple avec les gens qui travaillent sur TEPOS, territoire à énergie positive, et quand on était les voir, on leur a dit, bon, c'est vrai que vous avez une approche qui est quand même assez ingénieriale, vous faites des calculs, combien un territoire peut-il receler d'énergie, après on diminue, on fait une moyenne, et puis on essaye de pousser à ce que tout le monde passe là-dedans. Nous, ce que l'on essaye d'apporter, c'est comment, en s'appuyant sur une connaissance beaucoup plus précise de l'histoire et de la géographie des lieux, on peut arriver, d'une part, à trouver des moyens de mieux économiser les dépenses énergétiques et de trouver les énergies qui ne sont pas obligatoirement celles qui étaient prévues dans le cadre de calculs un peu généraux. Il y a bien un exemple. Oui, ouais. Un petit exemple, si on prend les Vosges, que vous connaissez bien, on voyait des débats, est-ce qu'on met des éoliennes ou pas, etc. Bon, très bien, bon, c'est un débat qu'on retrouve partout, un petit peu amplifié parce qu'il y a de la montagne, mais avec des atouts et des inconvénients. Et en même temps, on a vu des étudiants de l'école de Versailles qui avaient été dans la vallée de la Bruche, qui est une vallée vosgienne entre deux parcs, justement. Et donc, ils avaient repéré tout le façonnement qui avait été mis en place au 19e pour alimenter en énergie hydraulique toutes les filatures qu'il y avait dans chaque village. Et donc, tout ça avait été abandonné au XXe siècle. Hein, alors, il restait quelques bribes, et les étudiants avaient regardé, etc. Ils avaient retrouvé tout ça. Et donc, ils ont dit, ce patrimoine-là, finalement, on n'en parle pas trop. Personne n'en parle tellement dans le mix énergétique. Et est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de peut-être miser à essayer de retrouver, de reformer? Alors c'est compliqué parce qu'il y a les droits du foncier, etc. Mais au moins de poser la question, de dire plutôt que de mettre comme partout tant d'éolien, tant de photovoltaïque et tant de ceci, ici vous avez une ressource propre. Si vous regardez bien votre paysage, il y a encore des gens qui en ont cette culture, il y a même des gens qui avaient remis en valeur des moulins, etc. Eh bien, ça vaudrait peut-être le coup d'aller plus loin. Hein, vous voyez. Donc, comment, avec cette connaissance à la fois des ressources, hein, par un regard et une sensibilité, hein, j'ai bien entendu ce matin qu'il ne fallait pas dire que le regard, je suis bien d'accord, et en même temps une connaissance des savoirs locaux, il y avait des moyens de régler ces problèmes mondiaux d'une façon beaucoup plus locale. Ça, c'est pas une anecdote. Remonter à l'histoire et à ce que faisaient nos prédécesseurs dans les sociétés locales pour voir, revisiter comment on ne travaillait en ces temps-là qu'avec des ressources locales. Voilà. Là, on manquait beaucoup de données ou d'exploitation ou d'expression de ces données, en fait. Alors, c'est là qu'il faut travailler avec des historiens. Hein, mais on connaît quand même ce qui s'est passé au 19e. Le 19e a été une grande époque pour la ruralité. Hein, en France, on a misé sur le maintien des paysans dans les campagnes, à la différence de l'Angleterre. Et du coup, les sociétés rurales ont été obligées d'aller au bout de tout ce qu'elles pouvaient faire en utilisant au mieux les ressources locales. L'agriculture s'est développée avec les grands slogans, hein, qui ont été évidemment bafoués, mais quand même, ils ont laissé des traces. La terre aux paysans,
hein, on travaille en bon père de famille. On a mis en place une agronomie qui a été fondée sur la connaissance fine des territoires avant d'apporter la chimie. Hein. Et c'est là, comment dire, la polyculture élevage s'est développée à ce moment-là. Et donc, on a mis en place, en France en tout cas, des systèmes extrêmement performants et productifs par rapport à ce que recelaient les territoires. Hein. Et après, évidemment, le XXe est arrivé avec la houille, et puis ensuite le pétrole, etc. On a tout balayé parce qu'on avait quelque chose de beaucoup plus simple. C'était bien logique, c'était facile, en plus ça marchait bien. Donc voilà, on a fait ça et on a oublié un peu toutes ces connaissances. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est pas question de refaire la même chose qu'avant, puisque là où il y avait 10 paysans, il n'y en a plus qu'un. Hein, mais même si on en a 2, si on arrive à en avoir 2, il va falloir qu'ils utilisent tous ces savoirs, cette connaissance qu'il y avait avant, pour mettre en œuvre des systèmes tout à fait nouveaux qui vont être autonomes. Et il n'y aura plus du maïs partout du nord au sud de la France, mais on va retrouver des cultures locales, des cultures qui vont être adaptées, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes un agrégateur de savoir, en plus. Vous arrivez à... C'est un grand nom. Mais c'est bien ce que vous nous dites. Disons que ce qui me semble intéressant dans les approches paysagères, quand on entend ça comme étant on parle de ce que font les paysagistes, mais les agronomes au XXe faisaient pareil. Ils s'intéressaient à la lecture d'un territoire, à la compréhension, et ils en tiraient des leçons pour trouver des solutions. Les ingénieurs des ponts, quand ils faisaient leurs ouvrages d'art, eh bien, ils connaissaient leur territoire, ils n'avaient pas les ordinateurs, etc. Ils ont fait des ouvrages d'art. Bon, et donc, c'était une connaissance qui était générale au XIXe, j'embellis évidemment pour le plaisir, mais quand même, il y a une sorte de vérité derrière ça, et tout ça, on l'a oublié. Donc, on doit retrouver dans ces connaissances des savoirs qui vont nous être utiles. Hein, voilà. La question agricole demeure est une question centrale. Alors, elle est centrale, évidemment, pour l'après-pétrole. D'une part, parce que l'agriculture est une des activités qui polluent, qui génère des gaz à effet de serre de façon assez énorme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est complètement nouveau. Ça date des 50 dernières années. C'est un modèle d'agriculture industrielle fondé sur l'usage du pétrole, là encore, puisque c'est le pétrole qui fait le machinisme, c'est le pétrole qui fait les engrais chimiques, c'est le pétrole qui fait les pesticides, etc. Le chaud, le froid, la congélation, toutes ces choses-là. Tout ce système fonctionne sur le pétrole. C'est une agriculture pétrolière. Les transports entre le Chili ou le Brésil et la France pour les soja et tout. Bon, donc, si l'agriculture, on ne trouve pas des éléments qui vont changer, les agriculteurs vont aller au mur. Ils le savent de plus en plus, même ceux qui sont le plus engagés là-dedans et qui se disent, bon, on essaye de gagner, de faire que la politique agricole commune continue à nous donner toutes les subventions à nous et non pas aux zones de montagne, etc. Mais n'empêche qu'ils savent tous, plus ou moins, qu'il faudra qu'ils trouvent des parades, des changements. Et on en voit de plus en plus. Enfin, il y a quand même des signes sur la bio qui se développent de plus en plus, les circuits courts. Et là-dedans, il y a évidemment des néos, mais il y a des agriculteurs qui étaient de famille, qui sont restés et qui sont suffisamment ouverts pour se dire il faut que je change. Alors, suffisamment ouverts, ou bien alors des agriculteurs qui ont été directement touchés ils sont les premiers concernés par les pesticides. Moi, je connaissais bien, j'avais vu dans des opérations qu'on avait lancées, un agriculteur qui nous disait moi je me suis mis à changer à la bio, j'étais intensif. Le jour où mon fils il revenait de l'école, il pleurait parce que ses copains lui avaient dit que son père était pollueur. Voilà. Donc vous voyez, donc les paysans, ils sont comme nous. Ce matin on disait on n'a plus des têtes de paysans ou de rural ou de citadins. Maintenant ils sont comme nous. Donc voilà, leurs enfants vont à l'école comme ailleurs, c'est plus dans le village local, c'est dans le gros village plus loin, etc. Donc ils sont sensibles également au message de la société. Et donc à partir du moment où on peut les aider par justement les approches paysagères qui reviennent à leur dire mais attendez, vos grands-parents ont été suffisamment malins pour faire des paysages remarquables, mais surtout
pour travailler sans le pétrole et être bien vu par la société, pourquoi vous ne seriez pas capable de faire pareil, hein? Et bon, ce sont des messages qui les tiennent, enfin qui les touchent en tout cas. Mais finalement, en quelques mots, réfléchir à l'avenir du paysage, c'est un thème assez rassembleur. Alors, moi je connais des endroits où les gens nous disaient, il y avait eu des écolos contre, c'est du côté d'Angers. Alors il y avait des bagarres entre les paysans et puis il y avait des zones Natura 2000. Bon, donc les écolos contre les paysans, ça ne le faisait pas trop. Et ils se sont dit, finalement, c'était une agricultrice qui était dans une rencontre comme ici, et qui dit, mais on a commencé à changer le jour où on a été ensemble sur le territoire, ensemble, à pied, hein, on a regardé, on a commencé à parler, et on s'est rendu compte que le paysage, c'était ce qui nous rassemblait. Voilà, et je me rappelle de cette phrase, le paysage rassemble. Hein. Mais le paysage rassemble, et alors là, c'est là où je suis assez d'accord avec le monsieur de ce matin, Main, là, sur la notion de paysage. Ça n'est pas simplement de voir, le voir évidemment, parce qu'on apprend plein de choses avec la vision, mais c'est de vivre. Hein. Et je fais un petit côté sur le livre de Julien, qui s'appelle Vivre le paysage, je crois que c'était ça, son dernier livre. Hein. Et à partir du moment où, dans les méthodes, dans les approches paysagères, c'est ça ce qu'on développe. On n'est pas des paysagistes au sens travailler sur la manière dont le paysage apparaît. Enfin, et encore là-dessus, il y a des débats dans le monde des paysagistes. Hein. Mais voilà, c'est comment vivre, hein, mais vivre et en même temps, ce qui est la spécificité, c'est d'avoir une approche sur l'espace. Hein. L'espace, comprendre comment il fonctionne, et quand c'est donc anti-modèle. Alors ce matin, pareil, il y avait des idées tout à fait intéressantes avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Hein. Il faut s'appuyer sur les territoires eux-mêmes, essayer de travailler sur ce qu'ils nous apprennent, avoir des logiques de multifonctionnalité des choses, etc. Quoi. Bon, voilà, je vous laisse. Bien, merci pour cette introduction. On reviendra vers vous et vous intervenez bien évidemment quand vous le souhaitez. Jean-Pierre Thibault, je le disais, vous avez donc co-rédigé dans vos fonctions d'inspecteur général de l'environnement au Conseil général de l'environnement et du développement durable. Vous avez co-rédigé un rapport sur les démarches paysagères en Europe. Donc vous allez nous en montrer quelques illustrations et nous expliquer que ce rapport ne va pas rester comme beaucoup de rapports sur l'étagère, mais être pris en considération par le ministre ou les ministres à qui vous l'avez remis. Ça, c'est moins sûr, hein ? D'accord. Bon, mais on va s'en tenir dans un premier temps au rapport. Puis, on n'a aucune garantie, évidemment, sur ce genre de choses. Il se trouve que le dernier rapport sorti par l'inspection générale sur le paysage, qui était dû à mes collègues Denis Clément et Jean-Luc Cabry, a donné lieu à un plan d'action défendu par la ministre Ségolène Royal. Bon, pour l'instant, ça avait quand même mis 6 mois entre le moment où le rapport a été rendu et le moment où le plan d'action a été édicté, entre le printemps et l'octobre. Donc tout espoir n'est pas perdu. Et on va s'employer, évidemment, et ce qu'on fait aujourd'hui ici vise bien à ce que ce rapport soit un peu plus connu que les curieux qui vont de temps à autre sur le site de l'inspection générale du ministère de l'écologie où il est en ligne. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport ? Il y a surtout l'idée qu'il se passe des choses au-delà de nos frontières et que ces choses sont susceptibles de nous aiguiller vers des solutions chez nous, toutes choses égales par ailleurs, en termes d'institutions. On a souvent affaire à des pays fédéraux, on a souvent affaire à des États plus petits que le nôtre. Hein, on allait en Suisse et on disait nous avons 60 millions d'habitants, vous vous rendez compte ? Bon, mais toutes choses égales par ailleurs, il y a des bonnes initiatives et des bonnes pratiques au-delà des frontières qui sont sans doute intéressantes et dont on peut s'inspirer pour nos propres politiques. Alors si j'ai bien compris, il faut appuyer là-dessus. Bon, il faut descendre. Ah oui, ça, on ne va pas simplement appuyer. Voilà, merci. Encore un tout petit peu. C'est bloqué. Ah. Julien, au secours. Bon. En tout cas, l'objectif de cette présentation n'est pas simplement de vous parler du rapport et de vous inciter à le lire, ce qui va de soi, mais aussi de voir en quoi il peut être intéressant pour le sujet qui nous occupe tous aujourd'hui, qui est la ruralité. Alors, le rapport lui-même, il contient 8 recommandations
à la suite de la visite dans 8 pays d'Europe voisins. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher 8 exemples, 8 priorités, un de chaque pays. On n'a pas été exhaustif. On a d'abord été voir le secrétariat de la Convention européenne du paysage, puisqu'on a signé, tout le monde ne le sait pas, et a ratifié en 2006 une convention européenne du paysage édictée par le Conseil de l'Europe, qui nous engage. C'est moins puissant parce qu'il n'y a pas de sanctions financières, comme pour les directives européennes classiques, Natura, directives cadre sur l'eau, etc. Mais c'est quand même des engagements internationaux. Et dans ces engagements internationaux, on les respecte en partie, on ne les respecte pas en partie aussi. J'y reviendrai. Mais ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'aller voir dans ces pays ce qu'ils faisaient en matière de politique publique du paysage, de voir si on ne pouvait pas avoir quelque chose d'inspiration là-dedans. On en a tiré en fait 8 recommandations à partir de ce qu'on a vu dans la plupart des pays voisins. Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Espagne, plutôt la Catalogne parce que c'était juste à côté et qui développe une politique très, très active, Suisse, j'ai oublié les Pays-Bas. Voilà, donc ça fait 8 pays. Allemagne, Belgique, Communauté espagnole, Irlande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, Suisse. Voilà. Et là-dedans, on a trouvé un certain nombre de choses intéressantes. En particulier, dans un certain nombre de pays, on a édicté une stratégie nationale interministérielle du paysage. Alors, la dimension interministérielle, c'est un vrai combat dans notre pays, qui est très centraliste, très, très verticaliste, avec ses grands corps d'ingénieurs, chacun chez soi, même si on en a fusionné quelques-uns. Et puis, on a donc vu que dans certains pays, on avait cette stratégie qui avait donné lieu, avant d'être édictée, à un grand débat public dans lequel chacun avait pu voir quels étaient les acteurs, les enjeux, ce qu'était le paysage, diffuser un petit peu cette culture du paysage dont on a vu ce matin qu'elle était encore un peu balbutiante et sujette à controverse. Voilà, on a trouvé ça en Irlande, on a trouvé ça en Suisse, on a trouvé ça aux Pays-Bas. On a trouvé aussi que beaucoup de pays avaient une déclinaison régionale à des échelles qui permettent aux acteurs de se connaître. Nous avons en France des régions nouvellement créées qui sont en train de mettre en place un schéma régional d'aménagement et de développement durable des territoires, SRADET, je crois que j'ai oublié aucune des appellations. Et là-dedans, on va trouver pêle-mêle, et avec des chapitres qui seront autant de tuyaux d'orgue, l'écologie, les transports, le logement, enfin bon, tout ça manque un peu de liant. Il nous semblerait intéressant que l'échelle régionale soit jugée comme pertinente en matière de politique paysagère. Et puis on a vu que, contrairement à ce que préconise la Convention européenne, à ce qu'on s'est engagé, les politiques sectorielles, c'est-à-dire toutes les politiques publiques identifiables par un nom, que ce soit l'agriculture, l'urbanisme, les transports, l'énergie, toutes ces politiques étaient scindées les unes par rapport aux autres et surtout n'avaient aucune dimension de sensibilité, d'harmonie, enfin de quelque chose qui leur permettrait de parler aux gens, de ne pas être abstraite et quantitative, mais d'être véritablement des éléments permettant à chacun de s'identifier à une politique particulière. La France s'est engagée à avoir une dimension paysagère des politiques sectorielles, le paysage n'étant pas un élément de plus qu'on rajouterait quand on aurait le temps et à la fin. Il nous reste à le faire. Pour ça, on préconise par exemple que, en se fondant sur ce qu'on a vu dans les pays voisins, il puisse y avoir, on va peut-être y arriver, ça ne fait pas partie forcément des éléments de publicité du rapport, mais néanmoins de ces résultats concrets et tangibles, de faire avec nos collègues du CGAER des propositions d'action concrètes sur agriculture et paysage. On en reparlera. De même qu'on voudrait bien essayer, parce qu'il se passe plein de choses sur le terrain, d'avoir une vision un peu d'ensemble de ce qui se fait en matière d'éducation au paysage. Il y a des tas de gens qui font des choses là-dessus. Les CAUE sont fabuleux. Les centres permanents d'initiative pour l'environnement, les parcs font plein de choses là-dessus. Mais ce n'est pas coordonné, on n'a pas de vision d'ensemble. Et puis l'éducation nationale serait peut-être intéressée. Et là aussi, les professeurs de géographie ou de sciences naturelles font souvent des ateliers de terrain avec les gamins pour leur montrer des choses. Donc on aimerait bien que tout ça soit un petit peu mis en place. Et puis, balayons devant notre porte du ministère de la Transition écologique et solidaire ou de la cohésion des territoires, ou les deux à la fois. L'urbanisme et le paysage, c'est pas encore ça. La trame verte et bleue. La trame verte et bleue, enrayer la perte de biodiversité. Bravo, très bien. On ne peut qu'applaudir.
Oui, mais on dit à la fin, ah ben il y a aussi des possibilités d'améliorer la qualité du paysage en faisant ça. Sauf qu'on ne fait pas adhérer les citoyens de base à cette trame verte et bleue uniquement avec des chiffres de raréfaction d'espèces. Ce n'est pas le nombre de grands hamsters que les gens regardent avant tout, c'est ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient, c'est des champs, des haies, des fossés, des rivières. Et tout ça se ressent, se perçoit avec les 5 sens. Hein, c'est, comme on l'a dit ce matin, pas simplement une question de vision. Donc voilà, c'est une chose qu'on aimerait bien voir se développer de notre côté. Alors, on a vu des choses intéressantes pour la ruralité dans nos investigations. Ça marche. Ici, on va faire. Hop. Il ne faut pas s'arrêter. Hop. Hop. Il ne faut pas s'arrêter, il faut avoir un rétroviseur. Non, continuez un peu. Hop. Voilà. Bon, on a vu deux choses intéressantes pour le monde rural. La première chose, c'est qu'un peu partout en Europe, même dans des pays très centralisés, on n'est pas les champions en France, l'Irlande est pas mal du tout dans ce genre, même dans des pays que leur petite taille d'ailleurs, dont leur petite taille rend plus facile qu'ils soient centralisés, on a vu des choses qui sont des initiatives remontantes, des bottom-up. Les territoires prennent l'initiative, des communautés locales prennent l'initiative de choses, de développement, de projets de développement englobant toutes les dimensions et avec le paysage comme élément fédérateur. À l'image peut-être des parcs naturels régionaux français, on a vu se développer en Suisse un nombre époustouflant, et comme des champignons, de parcs naturels régionaux à l'initiative des cantons ou des communes, le tout étant béni après par la Confédération. Il s'en est créé 10 sur un tout petit pays comme ça, en l'espace de même pas une décennie. Alors qu'en France, les 50 ont mis quand même 50 ans. Donc là, on a une démarche intéressante. On a vu en Suisse également ce qu'on appelle des conceptions d'évolution du paysage, qui sont en fait des plans de paysage à la Suisse, intégrés obligatoirement dans les documents de planification, dans les plans directeurs communaux ou cantonaux, les plans d'affectation communale et les plans directeurs cantonaux, qui sont extraordinairement participatifs. Ce sont les citoyens et les communes à la base qui déterminent ce qu'ils vont concevoir comme évolution de leur paysage. Attention, notez bien que le paysage, ce n'est pas le patrimoine figé, hein, c'est bien un élément qui bouge mieux que s'il n'y avait pas de paysage, mais qui bouge. On a vu l'équivalent aussi de ces plans en Catalogne, ils appellent ça des cartas. On a vu en Angleterre ce qu'ils appellent des neighborhood plans, des plans de voisinage. On a vu des groupes d'action locale en Belgique. Donc on a vu que ça émergeait, que ça bougeait, et que l'Europe dans son ensemble était bel et bien partie sur des initiatives de citoyens et de collectivités qui s'emparaient finalement du sujet de l'aménagement de l'espace et de son aménagement qualitatif. On a vu également, et ça nous a beaucoup impressionnés, des politiques agro-paysagères. Alors typiquement, le monde rural est en plein dans ce sujet. En Suisse toujours, des initiatives locales, groupements d'agriculteurs, des groupes d'agriculteurs, pas des institutions, des groupes d'agriculteurs, des associations, parfois des groupes communaux, qui lancent à coup de paiement direct, ils ne sont pas dans la PAC, mais ils ont quand même aussi le système des paiements directs, donc le premier pilier dans la PAC, des contributions à la qualité du paysage, ça s'appelle comme ça. Le monde agricole dit « je vais contribuer à la qualité du paysage ». Et alors qu'en France, on commence à parler de paysage à des agriculteurs, c'est souvent encore ça en plus de tout le reste. Ou bien nous ne sommes pas les jardiniers du paysage. Bon, en Suisse, si, ils l'assument, ils sont des contributeurs à la qualité du paysage. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait un plan d'action qui avait été lancé par le département fédéral de l'agriculture et qui contenait un certain montant de crédit pour 4 ans. En 2 ans, 90% de l'enveloppe était consommée. Là aussi, étonnamment, et ça rejoint le premier point, les initiatives locales sont extraordinairement puissantes et capables de mener des projets. En Irlande, qui est un pays hyper centralisé, ce qu'on appelle les uplands là-bas, alors c'est plus de 150 mètres d'altitude, hein, n'exagérons rien, les terres hautes, ont lancé des initiatives avec l'aide d'un organisme public sur le patrimoine
qui a permis de donner la parole aux agriculteurs et de créer des projets, parce que les uplands, même si c'est pas très haut, c'est quand même assez peu réductible à la politique agricole commune, parce que c'est pas de la plaine et qu'il n'y a pas de grandes cultures possibles dans ces endroits. En plus, il y a l'océan, bon bref. De même qu'en Italie, on a trouvé aux périphéries des villes des initiatives de parcs agricoles extraordinairement intéressantes et qui nous ont fait penser qu'après tout, en France, on pouvait très bien avoir cette conjugaison de deux mots pour l'instant antinomiques qui sont l'agriculture et le paysage. Voilà. Alors, il y a eu des bonnes choses dans ce qu'on a vu en Europe sur l'espace rural, mais il y a aussi des choses moins intéressantes qui sont ce que j'appelle des impasses. Alors, première impasse, les lisières urbaines. C'est la frontière entre la ruralité et l'urbanité. Lisière urbaine, on n'a pas trouvé en Europe d'éléments convaincants. C'est-à-dire que le problème qui se pose, et qui est énorme en termes de paysage, un peu partout, il se pose un peu partout et sans vraiment de solution autre que très ponctuelle, très expérimentale. On n'a pas vraiment trouvé en Europe de références intéressantes sur ce sujet. Donc, il faut continuer à travailler là-dessus. Il y a des travaux. Et vous avez vu des tentatives, avortées? On a vu la tentative du parc agricole de Milan Sud qui a décidé au seuil des années 90 d'arrêter la croissance de la ville de Milan, à l'initiative de la province de Milan à l'époque, et maintenant de la métropole milanaise. On a dit on arrête là. Alors on arrête là. Effectivement, les rizières sont restées en place. Et on a interdit de construire dans les rizières, de tout ce qui est le pourtour sud, est et ouest de Milan. Ça s'est développé vers le nord. Sauf que la couturation, enfin la lisière au sens couturier du terme, entre la ville et la campagne, se fait de manière extraordinairement brutale, puisque les quelques lieux où il y avait des implantations humaines et qu'on a fortement densifié et fait pousser en hauteur, on ne peut pas dire que ça soit de grandes réussites, puisqu'on a des grands ensembles. Imaginez la grande borne avec des champs de blé autour. Ce n'est pas forcément des choses où on a envie de vivre. En revanche, heureusement, se sont développés localement dans ce parc agricole, qui était en fait un sorte de grand site classé aux abords d'une ville, se sont développées des initiatives citoyennes entre agriculteurs et citadins riverains pour faire découvrir l'activité rizicole, imaginer des circuits courts de vente, enfin ce genre de choses. Un peu ce qu'on peut trouver en France avec le triangle vert à Marcoussis ou dans des coins de ce genre. Mais enfin, on est plutôt sur un modèle Saclay, c'est-à-dire on a une protection réglementaire de la partie non urbanisable, et puis on a la ville et les grands complexes de recherche qui poussent sans trop regarder. Alors si, on a fait une sorte de grosse zone tampon avec beaucoup d'arbres, ce qui est le minimum nécessaire, mais enfin ce qui n'est pas d'une grande inventivité en termes de paysage au sens fonctionnel. Ça peut être une réussite économique, mais ce n'est pas une réussite sociale ni urbanistique. Pour le moment, c'est deux espaces qui se regardent un peu en chien de faïence. Mais il y a des gens qui travaillent à ce qu'ils se regardent moins en chien de faïence, ce qui est très intéressant aussi. Et puis, deuxième impasse, alors l'impasse, elle est assez étonnante, parce qu'il y a des pays qui ont développé des politiques paysagères très intégrées, c'est les énergies renouvelables. Et évidemment, parmi elles, les éoliennes. On a vu deux endroits où il se développent des politiques très dynamiques de paysage et qui, malgré tout, ont buté sur la question de l'éolien. La Suisse, il devait y avoir des lignes directrices fédérales. On a décidé que désormais la politique d'énergie renouvelable était une politique de niveau fédéral, donc que les enjeux de développement de l'éolien faisaient partie des enjeux à mettre au même plan dans ce qu'ils appellent la pesée des intérêts que les enjeux patrimoniaux du paysage. Alors c'est assez important parce que du coup, à chaque fois on discute, alors qu'avant on ne discutait pas. Il y avait un endroit jugé patrimonialement important, il n'y avait rien à voir, rien à faire pour y implanter d'autres choses. Du moins, ça n'avait pas le même niveau d'intérêt public. Là, maintenant, ça a le même niveau. Alors, ils ont essayé, voyant ça, de donner des lignes de force, finalement, pour ces politiques d'implantation. Ça existe au niveau de certains cantons. Il y a parfois même des réussites intéressantes dans certains lieux. On a étudié, par exemple, un petit secteur sur Saint-Imier, dans la toute petite partie francophone du canton de Berne. Mais ils se sont heurtés à un puissant lobby des promoteurs de l'éolien en Suisse,
qui a arrêté le dispositif d'écriture d'une directive fédérale sur l'implantation des éoliennes. En Catalogne, même sujet. Bon, l'opérateur du paysage en Catalogne s'appelle l'Observatoire catalan du paysage. Ils ont fait des choses merveilleuses. Ils ont intégralement couvert d'atlas et de lieux de connaissance et d'objectifs de qualité tout le pays, enfin toute la Catalogne. Et ils ont tenté là aussi de faire passer au niveau gouvernemental un projet de ligne directrice sur l'implantation des éoliennes. Refus. C'est le seul moment où ils ont essuyé un refus du gouvernement catalan. Donc, visiblement, il y a un sujet, il y a un problème sur ces implantations d'énergie renouvelable. Il faut peut-être reprendre à zéro la démarche et on verra peut-être tout à l'heure comment. Voilà, on ne reste pas quand même sur un constat complètement d'échec. On reste quand même un peu sur les éléments d'enjeu. Hop. Voilà. Hop. C'était presque bon. Hein. Bon, écoutez. Ce qu'il me semble en tout cas, c'est que ce que nous ont enseigné les investigations dans ces pays d'Europe, c'est qu'on avait finalement que les 3 sujets majeurs qui, à l'échelle du continent, concernent le paysage, les 3 enjeux principaux, concernent de fait l'espace rural. Alors, le premier, c'est un peu à la marge, hein, c'est les empiètements de la ville sur la campagne. Où est-ce qu'on s'arrête? Comment on s'arrête? Et on s'arrêtera d'autant mieux qu'on saura comment. C'est-à-dire qu'on aura une belle manière d'arrêter de stopper la ville et de faire une belle transition avec ce qui est moins dense, ou ce qui est plus rural, comme on dit ici. Ça, la consommation d'un département tous les 7 ans, enfin vous connaissez tout ça par cœur, mais c'est un vrai sujet qui tente d'être traité à l'échelle européenne avec beaucoup de réflexions, quelquefois de bons exemples, mais pas toujours. Deuxième élément, l'agriculture, ça va de soi. Et là, l'Europe avance. Il y a des éléments, des endroits en Europe où on a des solutions intéressantes et on va tenter de le faire avancer dans notre pays aussi. Et c'est vraiment un enjeu. Enfin, je veux dire, 50% du territoire français est agricole. On ajoute les forêts, 20-25%. On est au 4/5e du territoire français très vite. Donc c'est là que se trouve l'enjeu paysager. Certes, en ville, c'est important aussi de ne pas sortir de chez soi en voyant des choses chaotiques et horrifiantes, et bruyantes et nauséabondes et tout ce qu'on voudra. Mais c'est quand même important, quand on sort du tissu dense, et quand on habite le tissu qui n'est pas dense surtout, de vivre bien. Bon, et on ne vit pas forcément très bien dans des espaces comme était la Bruche avant qu'elle commence à se prendre en main, qui sont des espaces enfrichés, ou refermés par une abondance de forêts, le Morvan avec ses sapins de Noël, enfin bon, tout ça n'est pas forcément... mais je crois que c'est important de prendre ça en charge. Puis dernièrement, ces fichues énergies renouvelables qui... dire qu'on ne va pas les mettre en ville, même si la ville de Paris a décidé, dans un plan à 2050, que 20% de ses toitures seraient des panneaux photovoltaïques, avec un peu de grincement de dents des architectes des bâtiments de France. Mais bon, c'est courageux. Il n'empêche que l'essentiel de l'énergie que nous consommerons dans le futur, hein, si on veut, c'est échapper au nucléaire et aux énergies carbonées, ça sera quand même des renouvelables. Et ces renouvelables, comment les mettre? Comment les implanter? Le scénario négawatt, qui est extrêmement sérieux et extrêmement réaliste, si on veut, en tout cas, politiquement, sortir de là où on est aujourd'hui, prévoit quand même qu'on va tripler, si on veut réussir ce scénario, il faut tripler le nombre d'éoliennes. Comment on fait? Où on les met? Et on ne les met pas n'importe où. Et aujourd'hui, on a réussi le tour de force de faire détester, qu'on ferait un sondage, je ne sais pas s'il y en a qui ont été faits, sur l'éolien. La plupart des gens seront peut-être pour sur le principe, mais surtout pas près de chez eux. Comment fait-on pour rendre possible cette nécessité d'implantation sans faire comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire les mettre n'importe où et n'importe comment? Les mettre en surdose dans des territoires qui en sont totalement saturés. On est dans des forêts d'éoliennes. Les mettre en concurrence avec des espaces importants en termes d'identité et de qualité paysagère. Les mettre en surplomb d'un clocher d'église, comme on l'a fait à Vignonnet-Lauragais. Bon, il y a des moyens.
Il y a des endroits où ça se fait correctement. On a quelques exemples qu'on a identifiés où on avait une ligne d'éoliennes qui surlignait la ligne de côte sur la baie de Châteaulin. On a un système, alors c'est dommage que le maire du Méné ne soit pas là, mais il vous aurait raconté comment ils ont fait, eux, pour implanter les éoliennes dans un parfait consensus local. Ouais, sauf qu'ils ont dit aux gens, aux démarcheurs qui venaient les voir, d'accord, on prend vos éoliennes, mais on va vous dire où les mettre, et on va vous dire combien en mettre, et on va vous dire, et on va prendre des participations dans votre société pour garder le contrôle. C'est ça. Voilà. Donc, on peut faire des choses. Il y a des choses qui se font. On n'y s'est pas trop bien pris jusque-là, et malheureusement, on persiste à penser que toutes les choses doivent être traitées en vertical, en silo, comme diraient les agriculteurs, et que, voilà, on ignore, l'éolien ignore ce que fait le solaire, qui ignore ce que fait l'économie d'énergie, qui ignore ce que fait le territoire et son agriculture ou ses habitants, etc., etc. Essayons de travailler ensemble. Le paysage est, comme le disait Régis, un excellent moteur pour y réussir. Voilà ce que je voulais dire dans l'immédiat. Alors ça, c'est votre rapport, mais vous le terminez par des préconisations. En un mot, le ministre Nicolas Hulot l'a lu. Que dit-il ? L'a-t-il lu ? Chacun, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Le ministre n'est pas censé ignorer les rapports qu'on lui remet. Sauf que ce pauvre ministre, il a quand même beaucoup de soucis et beaucoup de choses à faire, et qu'il n'est pas forcé de lire nos 45 pages de rapport. 173 pages, c'est avec les annexes. Alors ça, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Et puis en général, on lit le résumé et on lit les recommandations. Ça fait 2 pages. On sait que ces services, ces collaborateurs en ont pris connaissance. On sait qu'il y a actuellement non, mais ma question est celle de la volonté politique. Est-ce que vous sentez une volonté politique On sent un intérêt pour le sujet. On sent un intérêt pour le sujet qui est manifesté par une rapidité, une réactivité du cabinet vis-à-vis de nos collègues des services dès qu'on parle de paysage. Ça, c'est très encourageant. Le collectif PAP a tout récemment écrit à Nicolas Hulot justement sur les éoliennes. Je sais que le ministre a répondu avec un petit mot sympathique à la fin de sa réponse qui prouve qu'il a lu la réponse et qu'il y a ajouté un petit quelque chose. Donc je pense qu'il y a alors après, de là à proposer au gouvernement une stratégie nationale, je ne suis pas sûr. De là à nous missionner sur l'agriculture et le paysage, ça devrait aller. De là à parler avec le ministre de l'Éducation nationale sur l'éducation au paysage, c'est peut-être l'étape d'après. Enfin voilà, on n'est plus dans la grande indifférence qui caractérisait malheureusement l'époque du Grenelle. Mais on n'est pas forcément encore dans ce pays très marqué par la culture des ingénieurs et la culture du quantitatif dans un sujet qui mobilise beaucoup. Il n'empêche que le nombre qu'on est ou qu'on devrait être en comptant les excusés des chemins de fer dans cette salle peuvent nous donner beaucoup d'espoir. On est sorti d'une décennie qui a été, je crois, assez terrible. Malgré les initiatives des États généraux et autres, ça ne passait pas au niveau gouvernemental. Maintenant, ça passe. Donc c'est encourageant. Merci Jean-Pierre Thibault. Michael Weber, on a l'impression, en avançant dans le débat, que finalement les PNR sont un terrain extraordinaire pour accueillir toutes ces initiatives, ces réflexions, qu'ils ont été précurseurs, qu'ils sont au cœur de ces grands enjeux. Vous êtes de beaux territoires d'expérience pour sauver, pour habiter les territoires et leur permettre de vivre. D'abord, rappeler que la notion de paysage est une notion fondatrice des parcs naturels régionaux, puisque dans les textes à l'origine, cette notion était l'un des éléments avec d'autres qu'on a d'ailleurs oubliés, parce qu'on réduit souvent les parcs naturels régionaux à juste au traitement de la nature, à la protection de la nature, parfois des patrimoines, mais il y a aussi les paysages, il y a aussi la culture qui est une autre des notions importantes, fondatrices des parcs naturels régionaux il y a 50 ans. Le deuxième élément, c'est qu'à entendre M. Thibault, je suis très heureux de voir son constat à l'étranger, puisque les parcs naturels régionaux suisses se sont inspirés quasiment mot à mot de la loi française dans la loi fédérale suisse et se sont développés à une rapidité effectivement assez impressionnante, puisque nous avons fêté avec eux l'an dernier les 10 ans et ils sont une dizaine aujourd'hui, bien que les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux sont assez proches dans la réglementation suisse, contrairement à la réglementation en France.
Et puis, cette notion des paysages, peut-être pour revenir et rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que c'est une notion chez nous, dans les parcs naturels régionaux, qui retrouve peut-être une nouvelle jeunesse aujourd'hui, à la faveur de ce que l'on entend et des difficultés que l'on a, et des positions nécessaires à prendre. On a parlé de l'éolien, j'y reviendrai. On a parlé du photovoltaïque. On pourrait parler aussi d'autres sources de production d'énergie, du bois énergie par exemple. Je vais prendre ces 3 éléments parce que je pense qu'ils sont ils illustrent assez bien la difficulté dans laquelle on se trouve. Évidemment, les parcs naturels régionaux souhaitent que l'on puisse au plus vite aller vers la transition énergétique et notamment que ces territoires soient autonomes en énergie. C'est une des perspectives qu'a donné mon prédécesseur Jean-Louis Joseph. Objectif à quelle échéance ? C'était objectif 2030. Et je pense qu'on sera même bien avant à cet objectif-là. 2, si l'on prend ce postulat de base, comment est-ce qu'on y répond ? Alors, pour l'illustrer, si l'on prend en compte le bois énergie, et on pourrait parler de la centrale de Gardanne qui pose beaucoup de problèmes, mais de l'ensemble des centrales que l'on a de bois énergie aujourd'hui en ville, qui inquiètent la ressource, puisque si je prends Gardanne, jusque dans le Morvan, il y a une inquiétude aujourd'hui sur la ressource. Le paysage forestier change énormément. D'ailleurs, pour revenir sur le Morvan, mais c'est un peu le cas des Vosges, l'implantation du Douglas, qui a été un peu l'or vert de nos forêts, a changé la perception du paysage et aussi l'utilisation du bois. Je ne sais pas si vous avez entendu la radio ce matin sur France Inter, mais on évoquait aussi les bois qui de plus en plus vont sur le sommet de nos montagnes, parce que justement il y a le dérèglement ou le réchauffement climatique qui fait que là aussi il y a un total dérèglement, y compris sur les aspects paysagers, avec les conséquences que cela sur la biodiversité. Donc là, on a véritablement une inquiétude parce que c'est difficile de dire à la fois qu'on veut de l'énergie renouvelable et de dire que finalement on en produit trop avec l'utilisation du bois et que l'on met à mal l'ensemble de la filière bois en France, qui, je le rappelle, est une filière déficitaire à 6,5 milliards d'euros, alors que nos voisins allemands ont une filière bois qui est excédentaire. Donc vous voyez bien que ceux qui prétendent que justement parce qu'on a du bois en France, c'est une solution à ces problèmes, à produire de l'énergie propre, eh bien, il y a une inquiétude qui apparaît derrière. Je prendrai un autre exemple, celui du photovoltaïque. L'utilisation du photovoltaïque sur les toits, oui. L'utilisation du photovoltaïque sur des friches industrielles, pourquoi pas. Quid de l'utilisation du photovoltaïque sur des terres arables. Et de plus en plus, nous, on a pris une position sur les parcs naturels régionaux en disant pas de photovoltaïque sur des territoires qui peuvent être cultivés. Ça a valu quelques remarques de certains de mes collègues et amis, comme le président du Golfe du Morbihan, puisqu'ils ont lancé une installation à grande échelle avec du photovoltaïque sur effectivement des terres qui étaient cultivables. Donc là encore, comment est-ce qu'on traite ces questions-là ? Dernier élément, on a parlé à plusieurs reprises de l'éolien. Moi, je pense effectivement que la question de l'éolien est sans doute mal traitée depuis longtemps, depuis l'origine en quelque sorte. Pas simplement pour des questions paysagères, mais aussi parce que les développeurs ont bien compris que la division... C'est plutôt pour des questions du rapport entre le public et le privé. Oui, je pense. Parce que je crois que véritablement les développeurs éoliens ont compris que la division était le meilleur moyen pour qu'ils arrivent à leur fin. Ils se rendent compte que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Ils commencent à trouver ou à frapper à nos portes pour trouver des solutions bien en amont. Moi, dans ma commune, donc je suis maire d'une commune en Moselle, une petite commune, j'ai porté un projet éolien et je peux vous dire qu'à l'enquête publique, il y a eu 120 remarques. Donc sur les 130 à peu près qu'il y avait au moment de l'enquête publique, les 120 étaient favorables au projet éolien. C'est plutôt pas commun. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait une communication qui était très en amont. On avait emmené la population à visiter des champs éoliens en Allemagne et qu'au retour, on leur a demandé quelles étaient les exigences de la population pour accepter, donc pour améliorer l'acceptabilité sociale de ces projets éoliens. Et c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire à condition qu'on définisse, nous, où est-ce qu'on les met, que ce soit des terrains communaux, ce qui m'a obligé à faire des échanges avec les agriculteurs, et que quelque part les recettes profitent à la collectivité et non pas à un certain nombre de propriétaires qui s'arrangent entre eux pour implanter les éoliennes. Bon, à partir de là, alors il reste un défaut, et c'est là où je voulais en venir, c'est que ma commune, alors c'est peut-être paradoxal, mais qui n'est pas dans le parc des Vosges du Nord, le parc que je préside, a donc fait une installation de son champ éolien, et à quelques kilomètres à côté, on a eu une installation de l'éolien qui était accompagnée par les agents du parc. Je crois que l'ingénierie de ce point de vue-là, elle est intéressante, et on voit bien que l'implantation par rapport justement aux lignes de crête est bien meilleure à côté que chez moi.
Donc je pense que véritablement les parcs, pour revenir sur ce que je disais, sont dans cette difficulté-là en permanence que de dire le paysage, il y a aussi un marqueur qui est un marqueur culturel. Quand on parle effectivement de la vallée de la Bruche, de tout ce qui a été, enfin, tous les éléments paysagers liés à un moment donné de l'irrigation, ou chez nous au tourisme de mémoire, enfin au tourisme en éléments de mémoire, je pense à la ligne Maginot-Aquatique, ou même sur des débats beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, quand on parle de continuité écologique sur un territoire comme les Vosges du Nord où il y a 1500 étangs, et que l'une des politiques c'est de supprimer les étangs, vous imaginez bien que dans la population, eh bien, elle ne comprend pas, parce que dans son esprit, et c'est là comme un des problèmes, c'est que dans son esprit, les étangs, quels qu'ils soient, les 1500, font partie du paysage. Et donc, de la même façon qu'on n'accepte pas, sans doute dans son paysage, des éoliennes, de la même façon, on n'accepte pas non plus, pour améliorer la quantité écologique sur les cours d'eau, que l'on supprime des étangs. Donc, c'est toute la difficulté, à mon avis, de traiter ces questions de paysage, qui sont aujourd'hui accentuées par tout ce que l'on a évoqué, sans aucun doute l'agriculture avec tous les impacts que cela peut avoir. Moi, j'ai une commune qui n'est pas une commune remembrée, toutes les communes autour l'ont été. Eh bien, aujourd'hui, ça pose énormément de questions. Et je vois bien que mes voisins maires s'interrogent aussi sur des choix qu'eux-mêmes, parfois, ont pu faire à un moment donné, puisque ça date d'il y a une dizaine d'années, en l'occurrence. Voilà, et ces questions-là, je pense qu'il y a un intérêt, là, on doit se réjouir, je crois qu'il y a un intérêt de nos concitoyens sur ces questions de paysage, et peut-être de les aborder par la discussion, par la contribution qui peut être la leur. Et les parcs naturels régionaux, au-delà de ce qu'ils apportent en termes d'ingénierie, d'accompagnement des projets, en essayant de voir l'ensemble des impacts aussi bien sur la nature, la biodiversité et l'énergie, eh bien, essaye aussi de travailler beaucoup plus avec les populations dans une espèce de démocratie contributive, comme ça que nous on le norme aujourd'hui, où nos habitants eh bien, ne veulent pas ou ne sont pas nécessairement engagés dans des structures qui sont amenées à porter la décision, mais veulent contribuer à la réflexion et s'approprier d'une façon ou d'une autre les projets que l'on peut être amené à produire sur nos territoires. Et je crois que ça, c'est un véritable changement de société qu'il faut accompagner et qui est plutôt réjouissant pour nos territoires. Là, vous nous dites que les parcs, c'est un lieu de dialogue et c'est aussi un espace d'ingénierie, et pas forcément d'ingénierie uniquement d'aménagement, mais d'ingénierie de développement. Ah bah oui, parce que si je reprends tout à l'heure la question liée notamment au bois, je prends celle-ci parce qu'elle est intéressante. On a les différentes utilisations et les différentes applications du bois. Nous, on est sur un territoire, celui qui me concerne, où le bois majoritairement est du hêtre. La réponse de tous ceux qui s'y connaissent un petit peu en sylviculture vous diront que le hêtre n'est bon qu'à faire des marches d'escalier, peut-être des portes, mais surtout du bois de chauffage. Nous, on a réussi à prouver qu'on peut utiliser le hêtre dans la construction de maisons en structure bois, en utilisation du hêtre en structure. Je ne vous parlerai pas des freins en France, avec tous les problèmes de validation technique, parce que là, on en prendrait pour un certain temps, mais c'est dire que les parcs, de ce point de vue-là, on peut aller beaucoup plus vite que la musique, en quelque sorte, et montrer que la valeur ajoutée que l'on peut apporter au hêtre demain, à condition qu'on norme les choses et qu'on ait un processus industriel, est tout à fait faisable. Et de la même façon, sur d'autres parcs, je pense au parc d'Île-de-France, de plus en plus, on voit la culture dans le parc du Gâtinais français, par exemple la culture du chanvre, parce que le chanvre est un produit qui est de plus en plus demandé pour les isolants. Par exemple. Donc c'est vous dire qu'en effet, nous on est vraiment sur des stratégies qui sont des stratégies de développement local, avec de nouvelles applications et de nouveaux produits qui répondent aux attentes et aux exigences de la société, en particulier sur l'énergie, la rénovation du bâti ancien, parce que l'aspect architecture est donc lié à la culture, mais lié là aussi au paysage, est pour nous extrêmement important, et lié évidemment à l'environnement, puisque c'est un de nos autres fondements des parcs naturels régionaux. On parlait de territoire ce matin. Est-ce que, en quelques mots, le parc, pour ses raisons de dialogue, pour ses raisons de vie sociale et citoyenne, ça devient un territoire? Alors, on n'était pas dans l'opposition, mais on avait les réseaux en face. Pour vous, le parc, c'est un territoire de vie où on peut justement éveiller les consciences et les démarches? Oui, je pense, parce que en plus, la chance que l'on a, et parfois on la saisit pas suffisamment, parce que dans les parcs, malgré tout, on est très modeste,
je le dis en présence d'un ancien président de parc, puisque Patrice Joly était longtemps président du parc donc du Morvan, et en présence d'autres représentants des parcs. Je pense qu'on est trop modeste dans ces territoires-là, mais en fait, ce qui fait notre richesse, c'est pourquoi les populations peut-être plus s'y impliquent que dans d'autres structures organisées, je pense aux intercommunalités ou à d'autres structures ou aux pays, c'est parce que les parcs sont facilement identifiables immédiatement. Quelqu'un qui habite le Morvan, il sait où est la limite du Morvan. On n'a pas besoin de lui expliquer ni la limite paysagère, ni la limite de sa commune. D'un village à l'autre, il peut dire « moi je suis dans le Morvan ». Tu es d'accord, Patrice? Quelqu'un qui habite dans les Vosges du Nord, eh ben, il sait très bien dire s'il habite dans les Vosges du Nord. Et quelqu'un qui habite dans le Haut-Languedoc, il le sait aussi. Et je pense que de ce fait-là, il y a une forme, c'est pas un repli sur soi du tout. Mais c'est une forme, là aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur cette espèce de société contributive qui me semble importante. C'est qu'on a des habitants qui viennent chez nous, qui ne sont pas forcément des gens qui sont originaires de ce territoire, mais qui, quelque part, se sentent dans un espèce, dans ce territoire organisé, qui a sa cohérence et qui a réussi à construire un projet de territoire partagé avec l'ensemble des acteurs qui vont de la région, parce que c'est là où ça se passe et que c'est le financeur le plus important, jusqu'à l'État, en passant par le département, les communes, les interco, etc. Et que donc, il sent bien que c'est là un espace, peut-être, où d'ailleurs, aujourd'hui, on dialogue de nouveau plus, même encore que par le passé, parce que dans les structures intercommunales, vous savez, les conflits d'intérêts qui se font, et donc le dialogue n'est plus aussi facile. Et donc, cette notion, cette proximité entre les élus, les associations et la population, proximité que l'on veut accentuer, et même semble tout à fait intéressante dans ce besoin que l'on a aujourd'hui dans notre société que de débattre, que de comprendre quels sont les enjeux. On parle des changements de la société. On sent quand même tous aujourd'hui qu'on est à un tournant qui touche tous les pans de la société, que ce soit les questions sociales, économiques, environnementales, et que la difficulté première de nos concitoyens face à ces défis-là, c'est que nos habitants ne savent pas vers où on va, et qu'il y a une forme d'incertitude, et qu'il y a une forme d'inquiétude, et qui apparaît en particulier sur les territoires ruraux qui se sentent des territoires abandonnés. Et nous sommes toujours sur des territoires ruraux, nous, les parcs naturels régionaux. Et que cette inquiétude-là, eh bien, il faut, parce qu'on n'a évidemment pas la réponse à toutes ces problématiques-là, mais il faut d'abord l'entendre, et ensuite peut-être avec nos concitoyens, considérant qu'il y a autant d'intelligence qu'il y a de personnes et de contributions, à trouver des solutions et à donner des perspectives communes à ses habitants. Et je crois vraiment, parce qu'on a fait une étude sur le bilan des 50 ans des parcs, on s'aperçoit, vous savez, on ne peut pas dire que, même si ça me plairait beaucoup, vous dire que les parcs naturels régionaux, c'est le paradis et que le reste, c'est le purgatoire, voire l'enfer. Mais ceci étant, on voit quand même que dans le retour sur l'étude qu'on a fait après 50 ans, qu'on a appelé valeurs spécifiques des parcs naturels régionaux, il y a quelques marqueurs qui sont intéressants. Par exemple, c'est assez curieux de constater que dans les parcs naturels régionaux, on vote plus que les autres territoires ruraux. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? J'en sais rien, mais en tout cas, il me plaît à le croire. Dans les parcs naturels régionaux, il y a moins de consommation. Alors, le sol migratoire est positif. Il y a moins d'artificialisation des sols que dans le reste des territoires ruraux comparables. On parle toujours de territoires comparables entre des territoires qui sont classés parcs naturels régionaux et d'autres qui ne le sont pas. Dans les parcs naturels régionaux, on connaît la biodiversité à plus de 90%. C'est 35 à 40% sur le reste des territoires ruraux. Dans les parcs naturels régionaux, on a évidemment beaucoup plus de produits qui sont issus de l'agriculture biologique. On concentre la plupart des produits AOP, AOC, et notamment en lien avec l'agriculture, parce que, pour revenir sur les éléments qu'on disait tout à l'heure, ça me fait toujours un petit peu sourire, parce que quand on a parlé il y a longtemps de la marque Valeurs Parc Naturel Régional et qu'on a marqué des produits dans les parcs naturels régionaux issus de l'agriculture, nos amis syndicats de la FNSEA étaient les premiers à nous décrier. Aujourd'hui, ce sont les premiers à nous solliciter pour qu'on accompagne ces réflexions au sein même de la profession agricole. Donc c'est plutôt une réussite. Merci Michael Weber pour cette parole également d'un élu d'une petite commune. Simon Tessou, Cantalien, l'atelier du Rouget, vous avez une reconnaissance, vous êtes couronné de prix internationaux d'ailleurs pour vos réalisations. Alors on en vient à vous l'architecte avec quelques slides pour que vous nous expliquiez comment vivre. Allez. Non, je vous en prie.
Voilà, allez-y, vous avez... Écoutez, je vais en fait développer un propos très pragmatique, hein, peut-être qui va être autour de la question du projet d'architecture, d'urbanisme, de paysage dans des territoires ruraux. Et du coup, je vais effectivement vous montrer quelques images pour illustrer quelques sujets qui m'intéressent, notamment la question du mode opératoire de l'architecte, des professionnels, de la maîtrise d'œuvre dans les territoires ruraux, tout simplement parce que je suis à peu près persuadé que le cadre contractuel habituel n'est pas toujours le plus adapté. Donc ça, c'est un sujet qui me plaît de développer. Il y a aussi la question du projet comme manière de rétablir des relations. Parce qu'on intervient souvent sur des territoires qui ont besoin d'être réparés, puisqu'ils ont subi beaucoup de transformations ou de logiques très sectorielles. Et du coup, notre travail consiste aussi à finalement recoudre, se saisir de chaque opportunité de projet pour essayer de rétablir des relations entre des entités qui sont un petit peu autonomes et voire même autistes. Et ensuite, le dernier point que je développerai, c'est la question du projet par soustraction. C'est-à-dire que je suis aussi convaincu que dans beaucoup de cas de projet, on peut tout simplement se contenter d'enlever des choses plutôt que de rajouter de la matière. C'est-à-dire qu'en général, quand on inaugure un nouveau projet, il y a toujours l'idée de poser la première pierre, de rajouter des choses. Mais on peut aussi considérer que le projet est un travail plutôt de soustraction qui consiste à finalement nettoyer les choses, les rendre plus intelligibles avant de commencer à penser le fait de rajouter de la matière. Alors, juste cette image, juste pour un peu vous dire qui on est. Donc, on a la particularité d'être une agence qui travaillons dans le territoire rural depuis maintenant pas loin de 20 ans. Donc, on est une équipe d'une quinzaine de personnes, architectes, paysagistes, urbanistes. On travaille dans un bourg de 2000 habitants et on s'intéresse plus particulièrement à ces territoires-là. Aussi bien localement que dans un peu plus dans des périmètres un peu plus lointains. Alors juste quelques mots sur le Rouget. Donc le Rouget est une localité du sud-ouest du Cantal, dans la Châtaigneraie. Donc on est à mi-chemin à peu près entre Aurillac et Figeac. Et en fait la particularité du bourg du Rouget, c'est qu'il s'est développé sur une ligne de crête à la fin du 19e siècle suite à la création d'une gare ferroviaire en plein milieu de nulle part. Tout simplement parce que sur la ligne ferroviaire entre Figeac et Aurillac, il fallait gravir une pente de plusieurs dizaines de kilomètres et qu'il fallait du coup alimenter les locomotives à vapeur avec de l'eau. Donc on a créé cette gare au milieu de nulle part et finalement il y a tout un bourg qui s'est constitué autour de cette gare ferroviaire et du coup avec une culture très particulière parce que c'est pas un bourg agricole, c'est un bourg de commerce et de services. Et c'est là que j'ai décidé du coup d'implanter mon agence d'architecture dans un territoire sur une ligne de crête assez étonnante, c'est-à-dire qui partage le bassin versant du Lot au sud et le bassin versant de la Dordogne au nord. Et le village s'est installé les pieds au sec sur cette ligne de crête. Et donc nous avons décidé de construire un petit bâtiment manifeste, un petit immeuble collectif dans un territoire rural de 1000 habitants, ce qui n'est pas très courant, et on a fait le pari suivant, c'est d'habiter dans un petit immeuble, dans du logement collectif, et puis avoir notre agence d'architecture sur les 2 niveaux d'en dessous. Voici en fait une photographie aérienne de la localité dans les années 70, qui comme vous pouvez le voir, développée de manière linéaire le long de la ligne de crête. Et en fait, on a acquis une parcelle dans le centre du bourg, et prolonger l'histoire de la constitution de ce bourg en créant un volume construit indépendant, puisque dans ce territoire-là, dans ce bourg-là, on n'est pas dans une logique médiévale finalement de volume construit agglutinés, mais plutôt d'objets un petit peu autonomes qui finissent par s'agglutiner par des extensions au fil des décennies. Ici, ce qu'on a plutôt fait, c'est on a un volume principal et puis des sortes d'extensions simultanées dans une sorte d'histoire accélérée.
Alors, le fait d'implanter cet immeuble, il permet aussi de créer de penser les choses de manière très simple. C'est-à-dire que même à cette échelle-là, on peut raisonner à l'échelle urbaine. C'est-à-dire que, je m'explique, vous voyez, entre ces deux rues principales du bourg, on a déjà des transversales piétonnes. Et en fait, dans le projet, on a proposé à la collectivité de rétrocéder une partie du terrain pour créer une nouvelle transversale et faciliter le déplacement des habitants. Autre question qui va rejoindre des sujets qui ont été évoqués jusqu'à présent, c'est la question des ressources. Établir de relations, c'est repenser. Alors évidemment, quand on commence un projet, par exemple d'espace public, on va essayer de résoudre des questions d'usage, des questions de fonctionnement, réparer des réseaux, voilà. Mais en même temps, le projet se fabrique à partir de ressources paysagères, ressources patrimoniales, des ressources matérielles et des ressources humaines. Ici, dans ce projet de petit édifice, en fait, on a considéré qu'on pouvait mettre à profit la ressource en bois local. Et pour être tout à fait précis, on a en fait mis à profit une parcelle de Douglas qui avait été plantée par la famille. Et tout simplement parce qu'on considère cette ressource. Finalement, l'édifice devient une sorte prend acte de la transformation des paysages qui a eu lieu dans toute la deuxième moitié du XXe siècle, parce que comme beaucoup de territoires du Massif central, le Cantal a subi un exode rural très important. Et à cette époque-là, il y a eu un tas de plantations de résineux pour finalement occuper l'espace. Et ensuite, on a considéré finalement cette ressource-là comme étant un problème. Effectivement, ça a finalement été plutôt néfaste pour la biodiversité, notamment sur les sols, quoi. Mais nous, finalement, on a considéré cette ressource plutôt comme une opportunité de projet. C'est-à-dire qu'elle est là, la ressource, et qu'on peut l'exploiter, et puis dans une stratégie de construire autrement qu'avec des ressources dont on ne connaît pas trop la provenance. Donc on a en fait tout simplement mis en œuvre un principe de circuit très court, voilà, avec 2 sites d'extraction du bois, une forêt familiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis une forêt de l'ONF qui a subi une coupe rase par crainte de l'apparition d'une maladie. Donc on a acheté tout un lot de pins sylvestres pour faire toute la menuiserie intérieure, et on a utilisé le Douglas pour tout le lamellé-collé, toutes les structures en bois, les bardages, les solivages, etc. Donc, et aussi, bien sûr, tout un réseau d'entreprises locales pour mettre en œuvre, en fait, l'édifice, avec des vrais savoir-faire et encore avec des entreprises qui aiment leur métier. Quelques images du débardage, du transport du bois de la famille, de la forêt familiale. Une photo du chantier. Donc là, avec la mise en œuvre de toutes les structures en lamellé-collé, les planchers. Le projet est terminé, et juste pour illustrer aussi le fait qu'on a utilisé la ressource en soleil, puisque le Cantal, le sud-ouest du Cantal, alors souvent Aurillac fait la une des bulletins météo du fait de ses fortes amplitudes thermiques, mais pour autant, on jouit d'un ensoleillement très important, le supérieur à Bordeaux par exemple ou Toulouse. Donc, dans le projet, on a valorisé cette ressource finalement en énergie solaire de manière passive et active par la production d'eau chaude en toiture pour alimenter le ballon d'eau chaude. Voilà un petit peu en introduction. Maintenant, je vais plutôt parler un petit peu de tout le travail qu'on mène avec les élus depuis maintenant pas loin d'une vingtaine d'années et montrer un petit peu en quoi finalement le mode opératoire classique n'est pas toujours le plus opérant. Tout simplement parce que en fait, la collectivité fait appel à nos services pour des questions extrêmement précises, sur des petits périmètres. Et finalement, l'intérêt de ces projets, c'est pas tellement de résoudre la question sur ce petit périmètre, c'est plutôt finalement l'addition de tous ces petits projets qui commencent à fabriquer un projet global et qu'on partage avec les élus, et du coup de changer les représentations qu'ont les habitants de leur territoire. Et ça conduit assez récemment à la création d'un plan guide qu'on a proposé en fait à la collectivité pour finalement mettre sur papier tout ce travail qui avait été fait depuis pas loin de 15 ans. Et sur lequel on continue de travailler, qui consiste à essayer de relier en fait, chaque aménagement qui a été réalisé depuis les 20-30 dernières années dans une logique hyper autonome. C'est-à-dire que chaque
chaque élu a été de son petit projet. Hein, voilà, donc la création d'un plan d'eau dans les années 70-80, la création d'un petit village de vacances, la création d'un terrain de foot, d'une piscine, d'un centre de remise en forme, tout ça avec son propre parking, son enceinte, ses plantations un peu stéréotypées. Et un jour, le maire est venu me voir et m'a demandé comment on pouvait implanter 7 chalets supplémentaires pour répondre à la demande du gérant du centre de remise en forme, qui lui voulait implanter ces chalets en bordure du plan d'eau artificiel. Alors j'ai expliqué au maire, écoutez, oui, c'est peut-être vendeur pour le gérant d'avoir ces chalets au bord du plan d'eau, mais en même temps, qu'en est-il finalement de l'intérêt public, de l'intérêt commun, collectif? Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de penser les choses un petit peu autrement? Et du coup, finalement, la question initiale qui a consisté à savoir où on allait implanter les chalets, finalement, a complètement changé la donne, et puis il nous a confié une mission pour penser en fait tout le devenir de ce que moi j'ai appelé le parc du Rouget. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on peut passer finalement d'une logique de pièce autonome à l'idée d'un parc connecté, et comment on pouvait par exemple créer de nouveaux parcours, décloisonner les espaces et les mettre finalement en synergie. Donc vous voyez que la question des HLL, des habitats légers de loisirs, est passée au second plan. Et c'est tant mieux, parce que finalement, le plus important, c'est quoi? C'est de savoir comment on peut considérer ce territoire-là et comment on peut le rendre plus agréable pour l'ensemble des habitants du bourg, des touristes qu'on accueille, etc. Ça, c'est par exemple une des opérations qu'on a menées, en fait, qui a contribué à la fabrication de ce plan guide, qui a consisté à requalifier l'ensemble du foirail à l'interface entre l'église, qui, vous voyez, est assez récente, qui date des années 50, fin des années 50, et puis le groupe scolaire qui est à droite. Il y avait un foirail qui était devenu obsolète, et en même temps on a un marché qui est très vivant tous les dimanches, et finalement ce terrain servait de zone de stationnement, et donc la collectivité a fait appel à nos services pour essayer de repenser la mutation de ce foirail, et on a proposé de créer 3 plateformes très polyvalentes qui puissent à la fois accueillir du stationnement, mais aussi pour le marché le dimanche, mais aussi pouvoir accueillir un vide-grenier, des manifestations culturelles diverses, etc. Donc en même temps, il y a à chaque fois une logique vraiment d'économie inventive, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des solutions un petit peu extensives et qui ne coûtent pas cher, parce que ça c'est une vraie peut-être contrainte qu'on trouve dans le monde rural, c'est que on fait face à des budgets qui sont communaux, qui sont quand même très faibles. Un autre projet là, qui va plutôt illustrer la question de comment on peut rétablir des relations avec le paysage. Ici, c'est un projet à Chalier qui est dans le Cantal, mais à l'est cette fois-ci, dans un village que connaît bien Jean-Louis, puisqu'il y habite, dans la Margeride. Donc là, on se situe à l'est de l'autoroute A75 qui descend entre Clermont-Ferrand et Montpellier. Dans une situation géographique très singulière, puisqu'il s'agit d'un village-rue qui s'est installé sur une ligne de crête, dans un méandre de la Truyère, donc un village sans épaisseur, comme vous pouvez le voir sur ce plan. Et en fait, on a travaillé notamment à partir d'un cahier des charges défini par le CUE, où on a d'abord en fait traité fait une sorte de plan global à l'échelle de la commune, pas uniquement de ce petit bourg, pour imaginer la mutation des espaces publics. Et la collectivité a choisi en fait le village historique pour faire la première tranche de travaux, puisqu'il y avait besoin de reprendre la totalité des réseaux d'adduction d'eau potable, l'enfouissement des réseaux aériens, etc. Donc là, ce qu'on a proposé à la collectivité, c'est finalement d'appuyer tout le projet sur en ayant un regard attentif au paysage, c'est-à-dire qu'on est en situation de belvédère sur la Truyère, et en même temps on a une économie plutôt limitée, donc finalement on a montré à la collectivité qu'en s'appuyant sur 3 édifices patrimoniaux remarquables, à savoir l'ancien presbytère à droite, l'église en partie centrale et puis la mairie à l'extrémité ouest du village, on pouvait créer on disposait de 3 surlargeurs, et on pouvait du coup définir 3 petites placettes
qui pouvaient donner une identité à ces espaces publics. Et ces 3 placettes sont reliées par un cordon, voilà, qui est une sorte d'une voirie de très faible largeur et qui est partagée, et qui est, elle, traitée en enrobé grenaillé. Et du coup, on a mis voilà, le paquet, entre guillemets, sur les 3 petites placettes qui agissent comme 3 belvédères avec un caractère singulier pour chacune de ces espaces publics. Donc ici, par exemple, devant le presbytère. Ici, c'est en contrebas en fait, de l'église, avec la situation dont on est hérité, c'est-à-dire une situation où il fallait organiser le parking, où il y avait une végétation un peu stéréotypée qui avait été plantée au fil des années, avec une fermeture progressive des paysages sur la vallée de la Truyère, puisque tout le coteau est occupé par des terrasses qui sont aujourd'hui en friche. La gestion des poubelles est un vrai sujet également. Donc on a proposé voilà, d'aménager une sorte de petit belvédère protégé de la circulation automobile et de dessiner l'espace public de telle sorte qu'il puisse y avoir aussi bien le stationnement que d'autres événements. Et tout ça avec des budgets contenus ? Tout ça avec des budgets assez raisonnables, mais encore une fois en essayant d'avoir un budget plus important sur ces 3 placettes et ensuite d'avoir quelque chose de beaucoup plus extensif sur le linéaire très important, le développé important de la voirie. Et devant la mairie, un traitement très simple en pierre qui accueille les voitures, mais voilà, vous voyez, on a un petit traitement très simple pour arrêter les voitures et qui est aussi un banc sur lequel on peut se reposer, s'asseoir, puisque finalement l'ensemble du village est inscrit aussi dans des parcours, des promenades à une échelle plus vaste. Okay. Oui. Voilà la cohabitation des usages. Et puis le traitement de la voirie dont je parlais à l'instant, avec des accotements très simples, plantés, qui permettent de mettre à distance la circulation automobile par rapport aux façades et finalement de redonner une valeur à ce patrimoine bâti, voilà, en améliorant sa qualité d'usage. Et enfin, une autre question qui moi, m'intéresse beaucoup, c'est la question de ce que j'appelle le petit patrimoine. C'est-à-dire jusqu'au XIXe siècle, on avait le four banal, le lavoir, etc. C'est-à-dire des petits équipements qui rendaient des menus services aux habitants. Aujourd'hui, ces services-là, ils existent toujours, mais ce ne sont plus les mêmes. Et il suffit de les organiser de manière, et de les penser en termes d'écriture architecturale. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut gérer le tri sélectif, les poubelles, la gestion des déchets ménagers, le panneau d'affichage pour les randonnées du village, etc. Donc ça peut donner lieu à des micro-architectures qui finalement qualifient l'espace plutôt qu'ils ne le dégradent par l'accumulation de poubelles qui traînent sur l'espace public. Et en même temps, finalement, ce travail pose la question du devenir de toutes ces terrasses qui sont contrebas. Parce que si on n'y prend pas garde, finalement, tout le travail qui a été fait et qui est en belvédère sur la vallée de la Truyère pourrait être annihilé par en fait, le développement de la friche sur les terrasses. Donc là, aujourd'hui, avec Jean-Louis Coutarel, par le biais de 2 associations, nous menons maintenant un travail qui consiste à repenser un petit peu ces friches. Avec les élus, et puis nous avons aussi amené nos étudiants de l'école d'architecture de Clermont sur site dans le cadre d'un optionnel de master pour commencer à réfléchir à la mutation de ces espaces. Dernier point, vous me dites si je suis trop long, mais là je pense qu'il va falloir. Voilà, je vais conclure voilà, juste pour que tout le monde ait la sur ça, mais ça me tient à cœur, c'est un peu la question du projet par la soustraction dont je parlais tout à l'heure. Et puis la question du cadre contractuel. Vous voyez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a une collectivité qui a fait appel à moi pour transformer un autre foirail dans un village qui s'appelle Saint-Hylide, dans le nord du Cantal. Alors moi j'avais des attaches familiales, donc c'est la raison pour laquelle le maire a fait appel à mes services. Il se trouvait qu'à ce moment-là, moi j'étais un petit peu débordé, donc j'ai demandé à ma paysagiste d'aller voir là-bas. Je lui ai dit, écoutez, il faut demander un relevé de géomètre, comme ça on pourra commencer à réfléchir au projet, etc. etc. C'est-à-dire le cadre classique du projet. Au bout de 6 mois, ma salariée est partie vers d'autres aventures, et donc j'ai repris contact avec le maire et rien n'avait avancé. Et en fait, je me suis aperçu que finalement, pour certains projets, il faut abandonner l'idée de faire des relevés de géomètre, il faut abandonner l'idée qu'en fait, on va consulter des entreprises, voilà, on a trop long, trop cher, trop compliqué, trop d'intervenants. Donc à un moment donné,
j'ai proposé au maire de procéder un petit peu autrement, un forfait de 2500 € d'honoraires. On a contacté directement une entreprise, un petit terrassier local, tout simplement pour en fait transformer cet espace-là avec un budget de 25 000 €. 4 réunions sur place avec l'entreprise et un seul dessin, celui-ci. Et on est passé voilà, d'une situation d'un ancien foirail, voilà, c'est des situations qu'on trouve très souvent dans les territoires ruraux, c'est-à-dire que voilà, ça ne ressemble pas à grand-chose, c'est-à-dire une accumulation de choses sur cet ancien foirail dont il ne reste plus rien, c'est-à-dire que certains élus ont aménagé quelques jeux pour enfants, ensuite une clôture, quelques plantations stéréotypées, il y a un très beau chêne, mais on finit par même plus le voir tellement il y a d'objets en fait, sur l'espace. Des parcours piétons qui ne sont pas organisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les piétons sont obligés de marcher sur la route départementale pour se rendre au café qui est en contrebas. Et en fait, là, on a fait un travail de soustraction pure. Voilà, c'est juste, finalement, simplifier le dessin des choses, supprimer... simplifier la relation, tout simplifier. Voilà, simplifier les choses, et tout d'un coup, on redécouvre le paysage, c'est-à-dire on ne voit pas trop sur l'image, mais on voit les monts du Cantal depuis ce belvédère. On met en valeur un seul chêne, on coupe pas mal d'arbres, voilà, parce que finalement l'espace il finit par se refermer. Merci.